Nous sommes en juillet 2004. Il y a des habitants de Fresnes-sur-Marne qui entendent leur chien qui aboie dehors. Ces habitants, ils habitent juste à côté d'un canal. Quand ils entendent leur chien qui hurle à la mort en direction du canal, pour eux, ça signifie pas grand-chose. Ils se disent juste que c'est sûrement un animal qui a péri dans le canal, malheureusement, parce que quelques jours plus tôt, il y a effectivement une biche qui s'est jetée dans le canal et qui est morte dans le canal. Le lendemain, il y a des techniciens qui vont venir faire de la maintenance sur l'écluse qui se trouve dans ce canal. Et c'est là qu'ils retrouveront ce sur quoi le chien aboyait. C'est un cadavre, celui d'une femme, recroquevillée dans l'eau, avec le visage gonflé à cause de sa décomposition. Et en plus de ça, ce corps, il a aucun signe distinctif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de tatouage, il n'y a pas de piercing, il n'y a rien du tout pour l'identifier. Elle a même pas d'habit en plus de ça. Donc c'est l'inconnu du canal. La police, elle remonte son corps avec beaucoup de précautions et il remarque que l'inconnu du canal, elle a du scotch qui lie ses mains et ses pieds. Une fois qu'ils vont emmener son corps à l'autopsie, l'autopsie, elle révélera vraiment très peu d'informations parce qu'en fait, elle a pas de traces de coups, elle a pas de blessure par balle, elle a pas d'hématome, elle a pas de bleu, elle a vraiment rien du tout, quoi. Et le seul truc qu'ils peuvent quand même signaler, c'est que c'est une femme d'origine maghrébine et aussi qu'elle a les dents de devant qui se chevauchent. Et ça sera des détails qui seront importants pour la suite de l'enquête. 2 jours plus tard, toujours en juillet 2004, une nouvelle femme qui est retrouvée pareil, bloquée dans l'écluse du canal, dans l'exact même canal dans lequel celui sera retrouvé la première inconnue du canal. À 2 jours d'intervalle, il y a 2 corps qui ont été retrouvés et ces 2 corps qui ont été retrouvés pareil, c'est-à-dire complètement nus et tout ça. Et ce deuxième corps qui va être retrouvé, ça va être celui d'une jeune femme, vingtaine d'années, qui elle par contre elle a des signes distinctifs. Et contrairement à la première inconnue du canal, elle a des piercings, des tatouages il me semble, et en plus de ça son corps il est resté beaucoup moins longtemps dans l'eau comparé à la première. Du coup son visage est beaucoup moins gonflé. Du coup c'est beaucoup plus facile pour l'identifier au niveau de son visage. Le médecin légiste pendant l'autopsie, il va attester que cette deuxième femme, contrairement à la première, elle s'est faite noyer dans le canal parce qu'il va remarquer que dans ses voies respiratoires, elle a ingéré de l'eau dans justement ses poumons. Et en plus, elle a aussi des traces de coups sur elle. Elle a des hématomes, des bleus et tout ça. Remarquez que l'agresseur a été beaucoup plus violent avec sa deuxième victime. Cette deuxième inconnue du lac, on sait pas c'est tout comme la première. Ces 2 femmes, on ne sait pas c'est malgré les signes distinctifs que la deuxième a, on ne sait pas c'est jusqu'à ce qu'un père rentre dans le commissariat de Fresnes-sur-Marne. Il dit aux gendarmes que sa fille a disparu depuis quelques jours, qu'il n'a plus de nouvelles. Donc il donne une description aux gendarmes de sa fille, à quoi est-ce qu'elle ressemble et tout ça. Et en plus il va donner une photo aux gendarmes. Et quand les gendarmes vont voir la photo de justement cette jeune femme, ils vont se rendre compte que c'est elle, la deuxième inconnue du canal. Et elle s'appelle Angélique. Cette jeune fille, elle est vraiment tout à fait normale. Elle vit chez ses parents, elle travaille dans l'aide à la personne. Elle a vraiment une vie mais complètement banale. Donc comment est-ce que quelqu'un pourrait lui vouloir de mal? Comment est-ce que quelqu'un pourrait vouloir la tuer pour ensuite mettre son corps dans ce canal en fait? Donc immédiatement les enquêteurs ils s'intéressent aux hommes qu'il y a dans la vie d'Angélique. Donc ils vont s'intéresser à son copain Sylvain. Et Sylvain il va immédiatement donner son alibi, il va dire qu'il travaille toute la journée, qui sera vérifié par les enquêteurs. Donc lui il est pas retenu dans l'enquête. Beaucoup de gens ont pu dire qu'ils l'ont vu travailler pendant toute la journée et tout ça. On sait que c'est pas lui. Le deuxième homme qui a une très grande importance dans la vie d'Angélique, c'est Cyril. Cyril, c'est le meilleur ami d'Angélique. Ils ont une relation très forte. Les deux, ils peuvent se confier à l'autre. Ils se connaissent depuis longtemps. Et Cyril, en plus de ça, il a vu Angélique le jour de sa disparition. Il est venu la chercher chez elle. Il l'a récupérée le matin. Et ensuite, ils ont été faire un petit tour en ville. Et le soir, en plus de ça, Angélique, elle va justement envoyer un message à son meilleur ami Cyril en lui disant que ce soir, elle avait rendez-vous avec son ex Grégory et que Angélique, elle avait besoin que Cyril vienne à Fresnes-sur-Marne parce que Angélique et Grégory, ils allaient se retrouver, ils allaient avoir un rendez-vous entre eux pour discuter. Et du coup, Angélique, elle voulait que Cyril soit là pour pouvoir, au cas où ça se passe mal, Cyril vienne l'aider en fait. Parce qu'en fait, Grégory, il est réputé comme étant un peu dangereux quoi. Cyril, il s'est rendu à Fresnes-sur-Marne, il a trouvé ni Angélique, ni Grégory, donc il est rentré chez lui. Là, dans sa tête, il doit sûrement se dire, Cyril, que en fait, juste le rendez-vous, il a pas eu lieu quoi. Évidemment, l'ex-copain qui est un peu violent, va un peu devenir le premier suspect. Les enquêteurs, ils vont le questionner et il va quand même avouer, Grégory, qu'il a déjà un peu secoué Angélique. Parce qu'en fait, une fois, Angélique, elle l'a trompé. Et du coup, ça l'a énervé et du coup, il l'a un petit peu secoué. Ça le met pas dans une très bonne posture. En plus de ça, les enquêteurs, quand ils lui posent des questions, il vient tout juste de sortir de l'hôpital. Il venait de se faire soigner après justement s'être battu. Les enquêteurs, ils vont examiner absolument toute sa vie au peigne fin. Le seul problème, c'est que le jour de la disparition d'Angélique, il travaillait, ses collègues, ils l'ont vu. Et le soir, il est sorti avec des copains. Ses copains, pareil, ils attesteront l'avoir vu. Donc en soi, lui, il a un alibi. On sait que c'est pas Grégory. Et là, on se rend compte que, en fait, le seul qui n'a pas vraiment d'alibi dans cette affaire pour l'instant, c'est le meilleur ami d'Angélique. C'est Cyril. Parce que lui, il nous a raconté toute sa journée, justement, quand il a vu Angélique, quand elle a disparu et tout ça. Mais après l'avoir déposé, Angélique, lui, il est rentré chez lui et il a regardé un film tout seul chez lui. Comment être sûr qu'il a vraiment regardé un film tout seul chez lui, sachant qu'il était justement tout seul? Cyril pourrait potentiellement nous cacher quelque chose. En plus de ça, Cyril, il a quand même un comportement un peu chelou avec les enquêteurs. Il réfléchit beaucoup à ses réponses, et ça se voit. Et en plus, il va appeler les parents de Angélique le soir de la disparition d'Angélique pour
prendre des nouvelles. Sauf qu'à ce moment-là, il est 19h, elle a pas été vue depuis 15h. En soit 4 heures sans être vue. Pour une jeune femme d'une vingtaine d'années, c'est pas si suspect que ça, quoi. On a un petit peu l'impression que Cyril s'est un peu trop inquiété. En plus de ça, Cyril va venir avec les parents d'Angélique pour justement signaler sa disparition. Il se donne un peu, vous savez, cette image de mec qui s'inquiète beaucoup. Donc évidemment, les enquêteurs, ils vont se questionner un petit peu par rapport à la vie de Cyril. Et ils vont surtout regarder son casier judiciaire. Parce que oui, Cyril, il a un casier judiciaire. Cyril, il a déjà été accusé par une autre femme de séquestration. Quelques années auparavant, il va rencontrer une femme à Pôle emploi. Cette jeune femme, c'est Stéphanie. Cyril, lui, c'est un beau parleur. En fait, Cyril, il aime bien, vous savez, charmer toutes les demoiselles qu'il croise. Il aime bien, vous savez, choper des numéros un petit peu à droite à gauche. C'est un petit peu genre un Don Juan, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc évidemment, quand il la voit, Stéphanie, au Pôle emploi, il va s'approcher d'elle. Il va commencer un petit peu cette espèce de parade nuptiale, en fait, pour la faire sourire, pour justement choper son numéro, quoi. Donc les deux, ils discutent. Ils discutent bien, le feeling y passe, en fait, les atomes sont crochus. Donc en fait, Stéphanie, évidemment, elle se méfie moins. Cyril, il va même jusqu'à lui proposer d'aller boire un verre. Et Stéphanie, elle accepte. Sauf que le verre que Cyril, il va lui proposer, c'est pas dans un bar, c'est directement chez lui. C'est sûr que ça l'étonne un peu, mais en même temps, elle est face à cet homme qui est très charmant, qu'elle apprécie, avec qui le feeling est plutôt bien passé, donc elle est moins sur ses gardes, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc elle monte chez lui. Ils boivent quelques verres, ils se mettent à regarder un film, de rapprochement qui se fait, jusqu'à ce que les deux entament un rapport sexuel complètement consenti à ce moment-là. À la fin de celui-ci, Cyril, il va lui proposer de faire quelque chose de plus original. Il va proposer à Stéphanie de l'attacher et de la bâillonner dans le but de faire du BDSM avec elle. Stéphanie, elle refuse. Au début, elle refuse, elle se dit que c'est pas du tout quelque chose qui l'attire, donc elle refuse à beaucoup de reprises. Et évidemment, Cyril, il insiste énormément. Elle va finir par dire oui. Donc c'est comme ça qu'elle va se retrouver à se faire attacher avec des cordes, bâillonner avec une boule dans la bouche. Et Cyril, lui, il va tirer son plaisir de la voir être en souffrance. Stéphanie, elle va le dire aux enquêteurs. En fait, il fallait qu'elle se retienne de pleurer parce que plus elle montrait qu'elle avait mal, plus lui, il kiffait. Et pendant 5 jours, c'est très long. Il va la retenir captive chez lui. Et à chaque fois qu'il partait de chez lui, il fermait la porte à clé et il prenait les clés de la voiture de Stéphanie pour que, justement, elle ne puisse pas s'enfuir. Ça va être 5 jours durant lesquels il va l'agresser sous couvert de ses fantasmes. Au bout de ces 5 jours, Stéphanie, elle va enfin réussir à s'enfuir de chez lui. Elle va courir directement au commissariat le plus proche et elle va annoncer directement ce qui s'est passé. Elle s'est fait agresser et en plus de ça, elle s'est fait séquestrer pendant 5 jours. Les gendarmes, ils vont prendre sa plainte, classer sans suite. Ils ont même pas été questionnés, Cyril. Rien du tout. C'est quelque chose qu'on remarque quand même énormément de fois, l'incapacité de la police de faire son travail. Il y a une autre femme qui va être interrogée par les gendarmes, et cette autre femme, ça sera l'ex-copine de Cyril, Alice. Elle aussi, elle va attester que effectivement Cyril, il a un comportement un petit peu abusif, mais vous savez, toujours bien camouflé. En gros, Alice, elle l'avait quitté 3 mois plus tôt, parce qu'en fait, il l'avait trompée, et elle dira quand même que durant la relation, en fait, il était devenu quand même sacrément chelou. En fait, au début, c'était un beau parleur. Il était gentil, il parlait bien, il faisait des cadeaux, il savait quoi dire, en fait, pour convaincre Alice à aller un petit peu dans ses penchants BDSM. Et Alice, elle a fini par succomber, même si elle voulait pas, mais en fait, elle l'a fait parce qu'elle l'aimait. Comme ça qu'elle pourra attester que, en fait, dans la vie de tous les jours, Cyril, il a beau être très gentil, très cordial, très charmant. S'ils se mettent à faire leur partie de BDSM, là, ça va être le moment où il va un petit peu plus exprimer sa violence, en fait. Quand il va la ligoter, il va le faire extrêmement fort. Si jamais elle lui dit qu'elle aime pas trop ça, il va serrer encore plus fort. Il va la mettre dans des positions qui sont un petit peu humiliantes. Pareil, si jamais elle dit qu'elle est pas à l'aise avec ça, il va pas respecter son consentement, il va continuer en fait. Donc évidemment, c'est sûr qu'avec tous ces témoignages, en fait, Cyril, le meilleur ami parfait, il commence à se retrouver un petit peu avec une image de mec pas très net. Un autre élément qui va être très utile dans l'enquête, c'est son téléphone. En gros, son téléphone, il va être signalé en train d'émettre pour la dernière fois chez Cyril. Sachant que pendant ça, disparition, Angélique, elle aurait quand même donné rendez-vous à Sylvain, son copain, à la gare. Et elle a aussi donné rendez-vous à justement Grégory, son ex, pour justement lui parler. Rendez-vous auquel elle n'a pas été puisqu'à ce moment-là, elle était déjà morte en fait. Et pareil, elle va aussi envoyer ce message à Cyril pour lui dire « Je vois Grégory, viens m'aider machin et tout ». Son téléphone a arrêté d'émettre chez Cyril. C'est au même moment où elle a envoyé des messages justement à Sylvain, à Grégory et à Cyril. Vraiment tout de suite, ça nous fait nous poser des questions. C'est un petit peu suspect. On a un petit peu l'impression que c'est Cyril qui avait possession de son téléphone à ce moment-là et qui justement a fait exprès d'envoyer ces messages pour pouvoir mettre un petit peu tout le monde partout pour justement brouiller ses pistes auprès des enquêteurs. Cyril est quand même assez malin. Évidemment, à ce moment-là, les enquêteurs, en fait, ils ont pas assez d'éléments pour mettre Cyril en garde à vue, mais il y a quand même du soupçon, quoi. Une semaine plus tard, ils vont avoir le droit, grâce à la juge, de faire une perquisition chez lui. La police va venir chez Cyril et ils verront chez lui énormément de photos. Il y aura des photos d'Alice, son ex-copine, accrochées sur tout un pan de son mur avec juste en dessous un string de Alice qui est accroché sur le mur avec des punaises. Et sur un autre pan de mur de sa chambre, il y a que des photos de Mylène Farmer. Ils vont aussi voir que du coup il y avait des anneaux en fait accrochés au mur et c'est le genre d'anneau dans lequel tu passes des cordes pour pouvoir justement attacher tes partenaires quand tu fais tes parties de BDSM. Ils verront aussi qu'il y a une quantité astronomique de revues et de cassettes
Porno, expliquant comment est-ce qu'on fait pour justement attacher ses partenaires. Ils iront aussi dans son garage pour pouvoir examiner un petit peu plus les lieux. Et ils ne trouveront rien dans son garage, mis à part sa voiture. Sauf que ils vont tomber sur un détail qui est extrêmement important. Ils vont voir un petit bout de scotch et ça sera l'exact même scotch qui aura servi pour ligoter Angélique, retrouvée dans le canal. Ceci étant dit, les enquêteurs, pour l'instant, ils ne trouvent toujours pas les accessoires BDSM que Stéphanie et Alice, elles ont vu et dont en plus de ça, elles ont été victimes. Tout ce qui est les cordes, boules que tu mets dans la bouche et tout ça, tout ce genre d'éléments, c'est des trucs qu'ils ne retrouveront pas chez Cyril. C'est quand même un peu bizarre. Ils se disent immédiatement, c'est sûr qu'il a dû cacher ses jouets quelque part. Donc, ils iront questionner sa grand-mère. Pourquoi sa grand-mère? Parce que sa grand-mère, en fait, elle habite à quelques mètres de chez Cyril. Et en plus de ça, ils remarqueront dans son répertoire téléphonique qu'il a appelé sa grand-mère à 6h du mat, quelques jours après la disparition de Angélique. Ce qui est quand même extrêmement bizarre, parce que c'est pas du tout dans les habitudes de Cyril d'appeler sa grand-mère à 6h du mat en plus de ça. Les gendarmes, ils vont aller voir la grand-mère de Cyril. Ils tombent dans le grenier, un sac rempli d'accessoires BDSM avec des fouets, ils trouvent des cordes, ils trouvent des masques, enfin vraiment ils trouvent un sac rempli de ça. C'est assez évident que ce n'est pas le genre de choses qui appartient à la grand-mère de Cyril. Et en plus de ça, ils vont trouver un livre, une grosse encyclopédie je crois, où en gros à l'intérieur, le livre a été découpé et dans lequel Cyril a caché les cassettes. Les enquêteurs ils vont visionner ce qu'il y a dessus. Et dessus, ils verront qu'en fait, il filme ses actes BDSM avec Alice, mais aussi avec Angélique. Il a aussi initié Angélique, sa meilleure amie, au BDSM et en plus de ça, il l'a filmé. Vraiment sur ces vidéos, on peut voir en fait qu'il obtient du plaisir que lorsque ma partenaire elle a des difficultés à bouger et à respirer. On l'entend dans les vidéos aux femmes en train de dire j'en ai marre, je veux plus faire ça, j'ai mal, laisse-moi tranquille. Et lui qui dit t'aimes ça. Lui, il en tire son plaisir de savoir que justement, il est vraiment en position de complète domination. Et en plus, sur ces vidéos, ils remarqueront que sa dernière séance avec Angélique, elle remonte le jour de sa disparition. Et la vidéo, elle est vraiment coupée au moment où on peut la voir en complète détresse respiratoire après avoir supplié Cyril de se faire relâcher. En fait, Cyril, à ce moment-là, il aura filmé les derniers moments de vie d'Angélique avant qu'elle décède. Et ça sera pareil pour son autre victime, donc la première inconnue du lac, qui sera reconnue par les enquêteurs sur les vidéos grâce à son apparence et qui sera pareil ligotée, bâillonnée et la vidéo coupe juste avant qu'on sache qu'elle meurt. À ce moment-là, les enquêteurs, ils ont plus aucun doute sur qui a commis les meurtres des deux inconnus du canal, mais lui par contre il continue de nier, il continue de dire non moi j'ai pas tué Angélique. Donc évidemment à ce moment-là il continue à démentir et continue à dire non c'est pas moi, j'ai pas tué Angélique, pas du tout. Sauf que le problème c'est que la voisine de Cyril, elle va apporter un élément qui va le mettre dans la merde. En fait le soir de la disparition d'Angélique, la voisine de Cyril, elle est alertée par des boum boum dans son escalier. Ça fait vraiment genre boum boum boum. Vraiment comme si quelqu'un trimballait une valise et que cette valise vous savez elle tapait chaque marche de l'escalier. Évidemment la voisine de Cyril elle ouvre doucement la porte, comprendre qu'est-ce qui se passe. Et là, d'un coup, il y a le bruit qui s'arrête. Il n'y a plus de boum boum dans les escaliers. Il n'y a plus rien du tout. Donc la voisine, elle y pense rien du tout. Elle ferme sa porte. Elle retourne à ses occupations. Et ça, c'est un détail de sa soirée qui est sans importance pour elle. Mais quand les enquêteurs, ils vont entendre parler de ça et qu'ils vont confronter Cyril à cet élément, c'est à ce moment-là que Cyril, il va flancher. Cyril, là, il comprend qu'il est dans une impasse. Alors, il va avouer le meurtre d'Angélique. Oui, c'est moi qui l'ai tué. Mais je vous promets, j'ai pas fait exprès. En fait, en gros, ils étaient en train de faire justement une de leurs parties de BDSM. Et pendant qu'ils faisaient ça, Angélique, elle lui a demandé d'arrêter. Parce que son corps lui faisait mal, elle avait du mal à respirer, elle voulait juste arrêter de justement faire ça avec lui. Lui, il s'arrête pas. Il continue de se caresser à côté d'elle, qui est en complète détresse. Et pourtant, elle le supplie. Elle lui dit, s'il te plaît, laisse-moi partir. Là, j'en ai marre, je suis fatiguée, je n'en peux plus. Mais en fait, c'est à ce moment-là où son plaisir à lui, il va plus avoir de valeur que la vie d'Angélique. Donc en fait, il continue de s'astiquer dans son coin pendant qu'Angélique, elle est en train de le supplier d'arrêter. Quand il revient enfin à ses esprits, sûrement après avoir fini son affaire, c'est à ce moment-là qu'il se rend compte qu'Angélique, elle respire plus. Angélique, elle vient de s'évanouir. Alors Cyril, il la détache rapidement, il lui enlève le bâillon qu'elle avait dans la bouche, il essaye de lui faire un massage cardiaque, il essaye de la réanimer quand bien que mal, et il se rend bien compte qu'en fait Angélique, elle est morte. Donc à ce moment-là, il est pris de panique. Au lieu de décider d'appeler les secours, il va descendre dans le hall de son immeuble et récupère sa poubelle. Il la remonte en haut. Il prend un sac poubelle, un énorme sac poubelle de 20 litres, il va mettre le corps d'Angélique à l'intérieur, il va glisser son corps dans la poubelle, il va la redescendre en bas. Il ouvre son garage, il prend le corps sans vie d'Angélique, il la met dans le coffre de sa voiture et il va partir au niveau du canal. Il a le corps d'Angélique mort entre les mains. Il va lui faire un dernier baiser sur la joue, comme pour lui dire au revoir, comme pour lui dire désolé, j'ai pas fait exprès. Et après, il va l'acheter dans le canal. Il va même dire aux enquêteurs que quand il l'a acheté, il a lui-même failli tomber dans le canal avec. Et c'est comme ça qu'Angélique elle est morte. Donc évidemment, à ce moment-là, on sait qu'est-ce qui s'est passé à Angélique. On sait comment est-ce qu'elle est morte. Mais il reste quand même la première inconnue du lac. Cette jeune femme d'origine maghrébine avec les deux dents de devant qui se chevauchent. On ne sait pas qui elle est, on ne sait pas où elle est. Donc les enquêteurs, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont éplucher les appels de Cyril. Ils vont aller chacun, un par un. Et ils vont remarquer que beaucoup d'appels, soit ça va être des numéros de jeunes
jeune femme qu'il a rencontrée, qui justement est ce genre de partie BDSM. Et dans les autres types de numéros qu'il va appeler, c'est beaucoup de trucs style téléphone rose. Quand les enquêteurs ils vont justement éplucher tous ces numéros, ils vont remarquer qu'il y a un numéro qui ne répond plus. C'est celui de Oumeina. C'est une jeune femme maghrébine qui, elle aussi, elle a les deux dents de devant qui se chevauchent. Exactement comme l'inconnu du canal. En fait, Oumeina, elle était escort girl à Paris et elle vivait seule sans donner de nouvelles à ses proches. Très éloignée de sa famille, donc en fait c'est pour ça que sa disparition, elle a pas du tout inquiété qui que ce soit. Et en gros, elle, pour se faire de l'argent, elle mettait des annonces de ses services dans les magazines pour adultes, magazines que Cyril avait chez lui. Donc c'est comme ça que Cyril a pu prendre connaissance de Oumeina. Les enquêteurs remarqueront que Oumeina, elle vendait son corps depuis vraiment beaucoup d'années, mais que là justement, elle était partie dans une optique de faire des choses beaucoup plus où c'est elle la dominatrice, pour que justement elle ait moins ce contact avec le client. On sentait qu'elle était vraiment dans la dernière phase de son métier, qu'elle allait vraiment complètement arrêter. Plus de ça, avant qu'elle se fasse assassiner par Cyril, Oumeina, elle avait émis le souhait de se lancer dans un business de robe de mariée. Elle voulait absolument ouvrir sa boutique, rêve que évidemment Cyril lui aura volé par pur plaisir sadique. Pour procéder au meurtre de Oumeina, Cyril il l'a contacté pour son service d'escorte. Elle s'est rendue chez lui et il a fait exprès, en plus de ça, de l'appeler depuis des cabines téléphoniques pour justement brouiller les pistes, pour ne pas que justement son téléphone soit retracé à Oumeina. En plus de ça, les enquêteurs ils vont remarquer que l'ADN de Oumeina elle est partout chez Cyril. Il y a son ADN sur les jouets BDSM qu'il avait chez lui, des cheveux de Oumeina qui vont être retrouvés dans l'aspirateur de Cyril. Donc à ce moment-là, c'est sûr, Cyril ne peut pas dire non, moi je l'ai jamais rencontré, je ne sais pas qui elle est. Pourtant, malgré tous ces éléments, Cyril est continué à nier la mort de Oumeina. Il dit que oui, c'est lui qui a tué Angélique, mais Oumeina, jamais de la vie. Et pour justifier la mort de Oumeina, il va dire que c'est le frère de Alice, Alix, son ex-copine, qui l'a tué, un certain Christophe. En gros, en fait, il va raconter que le frère de Alice, Christophe, il était ok pour que Cyril fréquente sa sœur, mais que en échange, il voulait que Cyril lui organise un rendez-vous coquin avec Oumeina. Cyril, il accepte d'organiser ce rendez-vous entre Oumeina et Christophe. Il va lui confier son appartement. Christophe et Oumeina se seraient vus dans l'appartement de Cyril. Ils seraient partis pendant 2 heures. Et au bout de 2 heures, il serait revenu. Et il aurait vu le corps d'Oumeina mort dans la salle de bain. Avec justement Christophe en train de lui dire j'ai fait une bêtise, j'ai pas fait exprès. Cyril il voit ça, qu'est-ce qu'il fait? Il prend peur. Il part de son appartement et il lui dit je te laisse quelques temps pour nettoyer ça. Arrange-toi pour que cette affaire ne soit pas reliée à moi. Et fin en fait. Donc évidemment, le frère d'Alice, Christophe, il va démentir. Parce que toute cette histoire, tout ça, c'est pas vrai. Ça a été inventé par Cyril. Ça va être à ce moment-là que les enquêteurs ils vont se rendre compte que Cyril il joue avec son délire de domination. Vous savez, son truc BDSM et tout. Il l'avait avec ses partenaires, il faisait exactement la même chose avec les enquêteurs. En fait, il dominait les enquêteurs en leur donnant des fausses pistes pour pouvoir mener le jeu. En plus, maintenant, quand on s'intéresse au passé de Cyril pour essayer d'expliquer ses actes, en fait, on se rend compte qu'en fait, il est tout à fait banal, ce mec. En fait, il est limite ennuyant. Il rate ses études, il aime les voitures, il aime faire du tuning, il a pas de carrière, ses parents, ils sont tout à fait normaux. Enfin, je veux dire, le seul truc un petit peu excitant à propos de sa vie, c'est un moment, il va genre subir un accident de moto quand il sera plus jeune, ça va presque lui faire perdre sa jambe, c'est tout. Il a pas, vous savez, un moment traumatisant dans sa vie, mis à part cet accident, pour expliquer le fait qu'il aime autant ce délire de domination, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, l'élément qui va vraiment venir réveiller chez lui ses penchants BDSM, en fait, ça va être sa rupture avec Alice. Autant quand il était avec elle, il aimait pratiquer ce genre de pratique, le BDSM, mais il savait, entre guillemets, la respecter. Il savait se contenir. Dès qu'ils se sont quittés, les deux, en fait, ça a libéré quelque chose en lui. Alice, c'était un petit peu un de ses piliers, quoi, en fait. Alice, il l'aimait vraiment beaucoup. Il l'aimait tellement que quand il était encore en prison, il lui a envoyé des tonnes et des tonnes de lettres depuis la prison. Et il avait aussi un tatouage du visage de Alice sur le ventre, avec écrit pareil sur le ventre, mon Alice. Durant son procès, Cyril, il va vraiment se moquer de tout le tribunal. En fait, il rigole, il parle fort. Il va même conseiller à certains membres de la cour d'essayer le BDSM pour se décoincer. Il ira même jusqu'à dire, pendant son procès, la personne qui a tué Angélique, c'est Alice, son ex-copine. Il va dire directement, avec énormément de conviction, que c'est Alice qui a tué Angélique. Mais là encore, il va faire exactement comme il a fait avec les enquêteurs. En fait, il joue avec la cour. Il aime dominer. Pour qu'il se calme, il va falloir que Alice elle-même vienne témoigner pour qu'il perde absolument tout son courage devant elle et qu'il se calme complètement et qu'il arrête justement tout son cinéma. Encore une preuve que justement Alice, c'était vraiment son rock. Enfin, c'était celle qui a retenu, entre guillemets, de commettre ses crimes. Au final, il va être accusé de l'assassinat contre Oumeina et Angélique et il obtiendra la prison à perpétuité. Mais n'oublions pas Stéphanie quand même. Stéphanie qui a été sa première victime, l'a séquestrée pendant 5 jours et qui l'a torturée juste pour son propre plaisir sadique. Si à la base Stéphanie avait été crue, Angélique, elle serait sûrement toujours parmi nous. Et en plus de ça, Oumeina, elle aurait pu ouvrir sa boutique de robes de mariée. Mais à cause de lui, on n'aura jamais ça.